de l'université des années 40, et puis le plateau de Pérol qui s'est fortement développé depuis. Donc on a l'école d'ingénieurs, les bâtiments de l'université du bureau B, les bâtiments des années 60 de France Bug et Jean Pitou, et puis actuellement Raber-Couler vient de terminer l'école des métiers. Donc c'est tous les Vermont qui ont construit, d'ailleurs, c'est assez loin. Et là, c'était le propriétaire, c'était la Société des transports publics fribourgeois, avec qui on n'a jamais pu s'entendre, qui ont d'ailleurs fait un recours au tribunal administratif contre notre projet, malgré des occasions manquées dans les années 90, vu qu'ils envisageaient de faire une connexion entre la gare et Marly, qui se situe de l'autre côté de la Sarine. Ils ont manqué en fait la révision du plan d'aménagement local qui leur aurait permis de réserver ces territoires, mais ils ne se sont pas rendus compte qu'évidemment ils n'ont pas aimé quand on le leur a dit. Donc voilà, avec ceci de la voie industrielle qui nous a posé quelques questions. L'idée des passages dans la topographie entre le haut et le bas de la ville, toujours bloqué aujourd'hui avec un projet de gare routière qui n'a pas réussi à régler ce problème malgré quelques centaines, enfin plusieurs dizaines de millions de dépensés. Suite à ces réflexions, donc, bon, on a commencé à poser une série de principes d'implantation. Donc voici notre parcelle, l'ancien site de la FENACO, donc Fédération agricole, avec les moulins, les grandes caves à pommes de terre. De l'autre côté, on avait une fabrique de flocons avec un canal souterrain transporté où les pommes de terre tombaient dans l'eau, quelque chose d'assez astucieux. Et puis le silo de 1964. Après, bon, c'est un peu simple comme image, mais simplement une recherche de connecter en fait les tracés existants, soit au niveau de la rue en bas, soit au niveau de la voie industrielle, donc on a 5 mètres de différence de niveau. D'avoir des passages, d'avoir cette perméabilité du tissu, de l'ouvrir en fait par rapport au cloisonnement du tissu industriel, des connexions sur des voies de circulation, des vues. Et après on a demandé en fait dans le groupe de travail dans lequel on s'est finalement trouvé imbriqué avec un groupe d'experts dont parlait peut-être Regina tout à l'heure. Tout à coup un groupe d'experts s'est senti interpellé par cette démarche-là. Ils avaient déjà commencé une série de cafés thématiques à Fribourg qui n'avaient pas été poursuivis, dont on ne connaît toujours pas le résultat d'ailleurs. Et puis suite à la mise sous protection de l'ancienne gare de Fribourg, on a été amenés à discuter ensemble, avec Pascal Enfou notamment, Rodolphe Foucher et d'autres. Et on a demandé à Aloïs Lopère de nous faire une étude historique sur certains bâtiments, à savoir, il nous intéressait en fait de pouvoir dialoguer avec les logements ouvriers, dernier exemple à Fribourg, fin du 19e, de cette période, l'arsenal numéro 2 à peu près 1900, et puis le fameux silo de 1964. Est-ce qu'on arrivait à créer en fait une synergie dans la planification où ces objets pouvaient être conservés comme éléments de projet. Donc là on voit le même plan plus ou moins qu'avant. Donc nous on se situe ici. Ça c'est juste quelques images d'archives, donc la scierie Ritter avec les pylônes du câble télédynamique, la voie industrielle. Donc le développement sur cette ligne-là, donc on est là. Et puis le boulevard de Pérol qui se construit avec des ravins qui sont comblés, qui seront en fait des grandes décharges publiques pendant quelques années. C'est recyclage. Et voilà, donc on a pris ces exemples, ces objets en fait d'un patrimoine assez récent, comme élément de dialogue avec un projet contemporain. Et puis on a fait une contre-proposition en fait à cette forme d'habiter, donc il y a une densité de 4 avec une autre proposition d'une densité d'environ 2,2, de 4 immeubles nouveaux, avec la requalification du silo à céréales sur une partie de parking avec des commerces au rez, et puis le reste en logement, alloué sur les 4 immeubles ici, et puis en vente un appartement par étage dans le silo qui sera rehaussé. Donc l'arsenal numéro 2 fait définit l'espace d'une des cours, et puis les logements sont dans l'autre perspective, une autre façade qu'on devinait très peu jusqu'à aujourd'hui de cette partie de ville. Donc là on voit quelques images de l'existant, l'arsenal, la cour de la FENACO, le passage d'avoie industrielle, dans l'autre sens, sur la route, avec une seule entrée ici. Voilà, donc suite, enfin,
processus on va peut-être l'expliquer. Donc évidemment, on commence à faire un projet, il y a ce dialogue sur la mise en place d'un plan de quartier, un dépôt de permis de construire en parallèle, la recherche d'investisseurs une fois que le projet est validé. Bon, il y a les recours qui nous ont fait perdre pas mal de temps, et puis après c'est la déconstruction, si on peut l'appeler comme ça, des éléments qui nous intéressaient moins, et puis la reconstruction, donc en traitant cette différence de niveau. Malheureusement, évidemment, on ne nous a pas suivis pour tout ce qui était requalification, valorisation de cet ancien mouvement industriel. Pour l'instant, je ne sais toujours pas peut-être dire ce qu'il en est, mais ça a été assez difficile et on n'a pas de résultat. Donc on a quelques connexions transversales qui n'ont pas pu être réalisées pour les piétons. Et le parti en 2 mois, donc on a fait 2 fois 2 blocs dans cette géométrie du tissu industriel avec le silo, l'arsenal numéro 2 et les logements, avec 5 mètres de différence de niveau entre ici, la rue des Arsenaux, et l'ancienne voie industrielle. Ici on a la rue de l'Industrie. Pour la petite histoire, la frontière entre les 2 communes, Villars-sur-Glane et Fribourg, passait ici, fin du 19e. On avait déjà fait un restaurant ici qui avait une façade d'angle pour prévoir cette connexion transversale. Il n'y a jamais eu d'accord, donc les entrepreneurs qui existaient sur ce site ont financé eux-mêmes cette route. Vu les indécisions politiques du moment, on n'était pas les seuls. Au niveau typologique, donc on s'est inspiré de la Stadtvilla, donc la villa urbaine 19e siècle, après qui a été densifiée dans les îlots et les formes d'habitation plus denses qu'on connaît, nous intéressait dans le sens de comment habiter en ville. De la même manière qu'à Fribourg, on avait des immeubles bourgeois des années 40 très intéressants dans leur typologie qui donnent une grande qualité d'habiter. On essaie de s'inspirer de ce type-là et puis de faire une relation extérieure-intérieure urbaine, une possibilité d'avoir une partie privée plus protégée, toujours d'avoir un appartement sur 2 façades, étant donné la configuration du lieu. Donc là, on a juste des exemples dans les 4 immeubles de logements en location. Donc, un travail sur une symétrie de rotation avec des appartements qui sont soit des simplex, soit des duplex qui changent d'orientation une fois qu'on a monté à l'étage supérieur, donc des logés qui se présentent sur 2 façades. On a de temps en temps un simplex au nord, mais un autre au sud, donc on essaie de jouer avec ça. Des éléments de socle qui créent les relations entre le haut et le bas du terrain, ici. Et puis ce niveau intermédiaire en fait, qui nous connecte à la rue de l'Industrie, un niveau supérieur au niveau de la voie industrielle, puis un niveau inférieur sur la ville. Le travail des aménagements paysagers conçus comme un travail sur les passages, qui aujourd'hui sont pas mal pratiqués, beaucoup parce qu'on a un club de musique juste en dessus, donc tout le monde y passe, et même les gens, en fait, c'est devenu très, très pratiqué. Il y a juste celui-ci qu'on n'a pas réussi à réaliser pour l'instant, vu le manque d'intérêt sur la mobilité douce de ce côté-là. Ensuite, le silo. Bon, le silo, c'était un peu plus délicat à amener tout le monde autour de la table à s'accorder sur son potentiel et surtout une certaine rentabilité, mais aussi une façon de réinterpréter, requalifier un objet pareil. L'avantage qu'il avait pour nous, c'est qu'évidemment, il dépassait la cote de 25 mètres, qui était une des seules bases qu'on avait, enfin disons qu'on a gardé dans la planification. Ça veut dire son droit acquis de pouvoir bénéficier de cette hauteur supplémentaire. Une idée d'identification, on voulait le surélever par rapport à des questions de proportion. Et puis, évidemment, l'emblème de ce territoire, donc construit en 1964, avec l'idée du rehaussement. C'est Rodolphe Luchière d'ailleurs qui était très intéressé à avoir un restaurant. Voilà, donc l'objet construit, c'est un des premiers exemples de construction par coffrage coulissant. D'ailleurs, le coffrage coulissant n'était encore pas tellement développé, ce qui fait qu'on n'avait pas de connaissance des différences de frottement du coffrage dues aux périodes de jour et de nuit. Donc évidemment, le coffrage s'est tourné, s'est incliné, ce qui nous a posé quelques problèmes
dans la réalisation, on avait 40 cm